Bonjour, bienvenue pour le second café égalité de la mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations de l'Université Grenoble-Alpes. Donc nous sommes réunis ce soir pour parler de l'éducation des filles. Donc notre e-café se nomme Égalité femmes-hommes, éducation, métier et monde académique. Donc au sein de la mission égalité, ma collègue Sophie Louargan, donc, qui est chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, et moi-même avons imaginé un café égalité qui parle de l'éducation des filles et des stéréotypes de genre dans les métiers. Pour notre conférence, donc, nous aurons deux intervenantes. Nous aurons Nicole Mosconi, qui est philosophe et professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre en sciences de l'éducation et qui a dernièrement écrit un ouvrage qui se nomme Genre et éducation, des clartés de tout. Elle interviendra une quarantaine de minutes sur le genre et l'éducation des filles à travers toutes les connaissances qu'elle a acquises. Et la seconde intervenante, ce sera Madame Jacqueline Etté. Elle travaillait en mécanique des fluides en sciences pour l'ingénieur au CNRS et elle va également nous parler des stéréotypes de genre dans les métiers scientifiques. Ma collègue, donc, est-ce que tu veux te présenter, Sophie, ou je vais peut-être me présenter d'abord. Donc, je suis Violette Zeki, je suis responsable de la mission égalité de l'UGA. Donc, je travaille en binôme avec toi, Sophie, sur les aspects de l'égalité sur le GA et sur tout le site, sur les établissements composants de l'UGA, via le pilotage d'un groupe de rédaction. De mon côté, en fait, je travaille sur un plan égalité professionnelle pour imaginer des leviers qui permettent d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes des personnels de notre site. Je m'occupe également de l'organisation. Violette, excuse-moi, parle bien dans ton micro. Je m'occupe également des conférences des cafés égalité dans leur articulation et leur rayonnement médiatique sur nos médias universitaires, donc sur nos sites intranet et nos sites internet. Donc, Sophie et moi-même sommes en binôme pour organiser la mission égalité sur le périmètre du site. Sophie, elle, est chargée de mission au niveau politique, égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Elle est enseignante-chercheuse à l'UMR Pacte et elle travaille sur la place des femmes dans l'espace public. Sophie, est-ce que tu veux rajouter des éléments sur ta position ? Non, tu as tout dit, Violette. Hein, j'ai déjà parlé dans l'ancien. Très bien. Donc, nous allons peut-être commencer à donner la parole à Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Nicole. Donc, je vous laisse présenter du coup votre intervention. Oui, tout de suite. Alors, voilà, je vous indique d'abord très rapidement le plan. Je vais évoquer un peu d'histoire, mais en passant assez vite, puisqu'il faut aller vite. Et puis parler quand même de la Troisième République, c'est important, sur les questions de genre et éducation, et ensuite sur ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, et là, et terminer par quelque chose d'un peu plus théorique sur les concepts avec lesquels travaillent les personnes qui travaillent sur ces questions dans les études genre, donc sur le genre et sur l'idéologie sexiste. Alors, tout d'abord, donc, historiquement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain retard historique dans l'instruction des filles. Je vous montrerai tout à l'heure un texte. L'instruction de manière institutionnelle s'est construite historiquement par le haut, c'est-à-dire par les universités. Et on est descendu après au secondaire et au primaire. Mais au Moyen-Âge, donc, quand on construit les universités, au début, il y a des femmes, et puis, à un moment, il y a une sorte de réaction qui les exclut. Je sais, j'ai un peu de mal à passer d'une diapo à l'autre. Voilà l'exclusion. Et puisque la femme est la raison première du péché, l'arme du démon, la cause de l'expulsion
du paradis terrestre, de l'homme du paradis terrestre et de la destruction de l'ancienne loi. Donc, vous voyez, on donne des raisons théologiques et du coup, il faut éviter tout commerce avec les femmes et ce sont des clercs hein, essentiellement. Et puis, nous défendons et interdisons expressément que quiconque se permette d'introduire quelque femme que ce soit fût la plus honnête dans la dite université. Bon. Alors voilà, ça c'est les débuts. Quand on passe à l'Ancien Régime, ce que l'on constate, les historiens ont montré par des statistiques sur les signatures, par exemple, que les femmes sont plus analphabètes que les hommes et plus longtemps. Au moment de la Révolution française, la question de l'instruction est discutée parce que si justement il n'y a plus de privilèges et si tout le peuple est souverain, il faut aussi que le peuple soit instruit pour pouvoir décider d'une manière éclairée. Mais alors la question c'est est-ce que les femmes font partie de ce peuple? Et la réponse c'est plutôt non par la plupart des hommes de la Révolution. Les privilèges que l'on a abolis dans la Déclaration des droits de l'homme, ce sont les privilèges des hommes entre eux, mais pas avec les femmes. Et à part des exceptions comme Condorcet, en général, on dit qu'il ne faut pas instruire les femmes, ce n'est pas la peine. Et vous allez voir justement que au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, donc Napoléon dit « Je ne crois pas qu'il faille s'occuper d'un régime d'instruction pour les jeunes filles. Elles ne peuvent être mieux élevées que par leur mère. » Là, on met en place cette opposition très importante à partir du XIXe siècle, qui est l'opposition monde privé et monde public. Donc, les filles doivent être dans le privé, d'où elles sont éduquées par leur mère. Il ne faut pas les instruire, mais l'éducation, oui. Éduquer les filles, c'est très important parce qu'il faut qu'elles soient soumises et modestes et sages et tout ça. Bon, mais les instruire, c'est autre chose parce que justement, les instruire, c'est peut-être les rendre un peu indisciplinées. Donc, l'éducation publique ne leur convient pas puisqu'elles ne sont pas appelées à vivre en public. Les mœurs sont pour elles, alors les mœurs et les lois pour les hommes, le mariage et toute leur destination. Et ça, c'est vraiment la thématique de tout le XIXe siècle. Pourtant, je dirais que, alors oui, et je rajoute quelque chose, justement, c'est que une des raisons pour lesquelles il ne faut pas instruire les femmes, on verra, c'est qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, donc elles n'ont pas de capacité, donc ce n'est pas la peine. Et puis, il y a une division qui se met en place, qui est très explicite chez Rousseau, mais qui existe dans tout le XIXe siècle, hein, la recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences. Tout ce qui tente à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Vous voyez, interdiction. Il y a un interdit qui se joue. C'est le même que celui qui se jouait dans l'interdiction des femmes à l'université au Moyen-Âge, hein, alors que justement, il y avait des femmes, en particulier en médecine. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique, parce que le monde privé, c'est le monde de la pratique. Alors, au XIXe siècle, donc, l'instruction des femmes est faible. On continue à avoir des institutions scolaires qui commencent à se mettre en place, une institution primaire qui commence à se mettre en place, mais pour les garçons et pour les filles, plus accidentellement, moins systématiquement. Bon, et ceci est appuyé, et naturellement au niveau de l'enseignement secondaire, il n'en est pas question, et à l'université a fortiori. Et ceci est appuyé sur toute une idéologie. On est persuadé que les femmes sont inférieures aux hommes intellectuellement. On ne cesse de le dire. On ne fait pas le rapport avec le fait que justement on ne les instruit pas, mais elles sont moins intelligentes. Et puis on appuie ça sur toute une idéologie biologiste, etc., en disant que comme elles ont le cerveau plus petit que les hommes, elles sont forcément moins intelligentes. On oublie juste une chose, c'est qu'il y a un lien entre la proportion du cerveau et l'ensemble du corps. Bon. Et puis on oublie aussi que justement ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le volume du cerveau est extrêmement variable et qu'il y a des génies qui ont des petits cerveaux, et bon, etc.
Et puis, on met aussi en place une opposition très importante entre la raison, c'est les hommes, la masculine, et puis les femmes, c'est l'affectivité, le sentiment, etc. Et ce sont des choses sur lesquelles on essaie aujourd'hui de lutter depuis longtemps, mais on n'en est peut-être pas tout à fait sorti quand même. Alors, si en général, on ne veut pas instruire les filles, d'ailleurs pas plus que le peuple, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on a peur des révolutions ou en tout cas des révoltes. N'empêche qu'il y a des mouvements de protestation et que dans ces mouvements de protestation, il y a des mouvements pour justement défendre l'idée d'une instruction des filles aussi bien chez les saint-simoniens que chez les fourriéristes. Alors, j'arrive à la Troisième République. La Troisième République, on peut dire justement que c'est une période un peu de transition. Les interdits radicaux qui étaient jusque-là, il ne faut pas instruire les femmes, il ne faut pas les faire accéder à la théorie, etc., commencent à s'estomper et se crée à ce moment-là, d'une part, un enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque, qui est pour les filles aussi bien que pour les garçons. Donc là, on a une alphabétisation générale. Enfin, bien sûr, ça s'est mis assez longtemps. Il a fallu un certain temps pour que ça soit mis en place parce que l'obligation scolaire à la campagne était parfois très difficile à faire observer vraiment. Mais enfin, le principe est posé. Et puis ensuite, alors que Napoléon Ier avait créé des lycées, donc au début du 19e siècle, avec des lycées pour instruire les fils de la bourgeoisie et se faire des cadres pour son régime impérial, eh bien, il avait dit donc que ce n'était pas la peine de faire des lycées pour les filles. Donc, il a fallu attendre la fin du siècle pour qu'on crée un enseignement secondaire des filles, étatique cette fois-ci. Non pas qu'il n'y ait pas eu, il y avait des pensions avant qui faisaient un enseignement qu'on pouvait dire un peu secondaire, mais qui n'allait quand même pas chercher très loin. Alors ensuite, donc, on est dans un interdit qui devient relatif et qui en particulier se perpétue sur l'enseignement supérieur. Il n'est pas question, pour l'instant, au début de la Troisième République, il n'est pas question que les femmes accèdent à l'université. Et une des luttes des féministes de la Troisième République, c'est justement la lutte pour l'accès à l'université. Alors, je dis quelques mots sur justement l'enseignement secondaire de jeunes filles qui est créé, donc c'est la loi Camille C du 21 décembre 1880. Cette loi, alors voilà ce que dit Camille C dans un livre qu'il a écrit après, où il a publié toutes les délibérations de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est tout à fait passionnant, où on voit les bagarres entre on peut dire la droite et la gauche sur la création de l'enseignement. Bien sûr, il y a des oppositions très grandes, d'autant plus que c'est une idée des républicains, et leur idée, c'est de soustraire l'éducation des filles de la bourgeoisie à l'Église, puisqu'elles sont souvent éduquées dans des pensionnats religieux. Alors lui, voilà ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de préparer les jeunes filles à être savantes. Leur mission dans le monde n'est pas de faire de nouveaux progrès aux mathématiques et à la chimie. Et ça, c'est pour notre collègue Jacqueline. Bon. Ni de rivaliser avec Madame Dacier. Madame Dacier étant une érudite du XVIIe siècle, très connue, qui faisait beaucoup de traductions, qui savait aussi bien l'hébreu que le grec et le latin, etc. Donc, ce n'est pas pour les exceptions que les lycées et les collèges de jeunes filles ont été fondés. Ils ont été fondés pour faire de bonnes épouses, de bonnes mères, de bonnes maîtresses de maison, sachant à la fois plaire à leur mari, instruire leurs enfants, gouverner leur maison avec économie et répandre autour d'elles les bons sentiments et le bien-être. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'idéologie bourgeoise de l'époque. Voilà le rôle des femmes, d'être donc des bonnes épouses et des bonnes mères, mais aussi des femmes qui font de la bienfaisance ou de la philanthropie. Bon, voilà. Et puis, voilà ce qu'il dit aussi. Alors ça, c'est son discours à la Chambre des députés.
ne n'examine pas la thèse de l'introduction des femmes dans les carrières dites libérales et dans les carrières administratives. Ce n'est pas un préjugé, c'est la nature, hein, on évoque toujours la nature, qui renferme pardon, les femmes dans le cercle de la famille, qui est de leur intérêt, du d'autre, de l'intérêt de la société entière, qu'elles demeurent au foyer domestique. Vous voyez, on n'a pas tellement... Enfin, on a à la fois progressé par rapport à Napoléon Ier, on les instruit, mais en même temps pour qu'elles restent bourgeoises. Et alors, les bourgeoises ne doivent pas travailler, ça fait mal, ça fait mauvais genre à l'époque, si je puis dire, de travailler. Et justement, cet enseignement secondaire de jeunes filles, c'est un enseignement qui ne prépare pas au baccalauréat, le baccalauréat étant l'entrée à l'université. Le diplôme final est un diplôme de fin d'enseignement secondaire. Et les programmes ne sont pas ceux des lycées de garçons, ils sont plus limités que ceux des lycées de garçons. Bon, on a aussi des textes de, par exemple, Henri Marion, qui explique très clairement qu'il ne faut pas que les femmes aillent à l'université, parce que si elles ne doivent pas aller les carrières, il ne faut pas qu'elles aillent à l'université, faire du droit ou autre chose, de la médecine, etc. Et en effet, d'ailleurs, c'est partagé par... je mentionne là une manif des étudiants de la Sorbonne qui défilent sur le boulevard Saint-Michel avec le slogan « Pas de femmes à l'université, la science se fait entre hommes ». Voilà. Alors, quand même, je dis, dès ce moment-là, il y a un mouvement féministe qui proteste justement contre ce refus d'aller à l'université. Et comme il n'y a pas de texte explicite, il y avait des textes au Moyen-Âge, mais il n'y a plus de texte explicite qui empêche l'entrée à l'université, les femmes y viennent quand même, mais ce sont des exceptions. Donc c'est comme ça qu'on cite les premières qui ont eu des licences dans les différentes disciplines, bon, et qui ont dû se battre pour ça. Alors, à partir donc de la deuxième partie donc de la Troisième République, après la guerre de 14, on voit progressivement les femmes arriver. Je passe beaucoup, hein, il y a une réforme en 1924, j'ai eu tort quand même de ne pas la mettre parce que là, à ce moment-là, le cursus des filles dans les lycées de filles, c'est maintenant d'aller au baccalauréat. Donc, du coup, vous voyez, il y a des bachelières qui arrivent, mais elles représentent 18% à ce moment-là des bacheliers. Mais vous voyez qu'en 1938, c'est déjà 36%. Hein. Alors, on voit cette division lettres-sciences qui va se perpétuer jusqu'à nos jours, puisque les filles vont plutôt en lettres et très minoritairement en séries scientifiques. Alors là, j'ai cité ce texte parce qu'il me paraît intéressant pour voir comment à la fois les choses progressent et restent toujours, les hommes ont toujours besoin de se réserver un domaine dans lequel ils disent « là, les femmes ne peuvent pas accéder, ça, c'est pas possible ». Alors maintenant qu'elles sont dans l'enseignement secondaire, qu'elles deviennent enseignantes et qu'elles sont même à l'université, alors on ne peut plus dire qu'elles sont inférieures intellectuellement aux hommes. Donc, on va faire des concessions, et là, c'est un inspecteur général de mathématiques qui, en 1930, dit, sans tenir bien entendu l'intelligence féminine pour inférieure à celle de l'homme, hein, maintenant on n'est plus sexiste à ce point, bon, on peut raisonnablement estimer qu'elles sont douées de qualités différentes, hein, et avec la différence, on va créer de l'inégalité. Bon, la prédisposant moins dans l'enseignement, dans l'ensemble, au labeur scientifique envisagé sous son aspect le plus large, le plus complet. Alors, que pourra faire la femme? Posséder au même degré que l'homme le don de l'observation, celui de l'expérimentation, la recherche apte à la découverte des faits, l'ingéniosité propre à lui faire trouver la solution de problèmes. Mais on peut être, alors il y a toujours un mais, et là on va dire,
halte là, ça c'est le domaine réservé des hommes. Alors le domaine réservé des hommes, on peut être porté à douter qu'à de rares exceptions près, vous voyez toujours on fait la concession des exceptions, elles arrivent jamais à l'égaler sous le rapport de l'imagination créatrice appuyée sur le raisonnement, capable d'enfanter les grandes théories qui constituent le but le plus élevé de la science et les grandes inventions qui en marquent le plus haut degré d'utilisation. Donc vous voyez, dès que c'est grand, alors là, c'est les hommes, hein, les grands hommes, pas les femmes. Il n'y a pas de grandes femmes. Entre parenthèses, c'est après Marie Curie, hein, par exemple. Bon. Mais c'est l'exception, bien sûr. Alors, je passe après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on passe à une époque où il y a affirmation de l'égalité des sexes. Donc là, la question des privilèges des hommes par rapport aux femmes est vraiment remise en question. Bon, au niveau constitutionnel, donc au niveau politique. Et par voie de conséquence, on est obligé d'affirmer qu'il y a un accès égal, un droit égal d'accès au savoir des femmes et des hommes. Et pourtant, il restera ce que j'ai appelé la division socio-sexuée des disciplines, des savoirs et des compétences. Vous l'avez vu déjà un petit peu avec cette histoire d'opposition sciences-lettres, et on va voir comment, mais c'est bien plus compliqué que ça. Alors, il y a une progression extraordinaire, ça a étonné Baudelot et Establet quand ils ont fait les statistiques, hein, de tout le XXe siècle, des femmes, puisque à partir des années, je ne sais plus, c'est peut-être 1980, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à accéder au baccalauréat, à avoir le baccalauréat. Et puis aujourd'hui, eh bien, en effet, on s'aperçoit qu'il y a une différence très nette, hein, une inégalité, mais dans l'autre sens, entre les hommes et les femmes sur l'accès au baccalauréat. Alors, on pourrait nuancer ça parce que les garçons font des formations technologiques et techniques qui peut-être les dispensent du baccalauréat général et qui leur rapportent peut-être tout autant. Mais bon, ça, je ne nuance pas là-dessus. Alors, du fait que les filles accèdent au baccalauréat très largement, eh bien, elles accèdent aussi à l'université. On peut poser une question sur les chiffres. Donc, les chiffres sont sur la quantité de personnes qui font le baccalauréat ou sont à l'université. Ce n'est pas sur le pourcentage de la population et dans ces tranches d'âge. Non, ça, c'est le pourcentage d'une classe d'âge titulaire du baccalauréat. Parfait. Ça, hein. Parce que ça ne répond pas pour les hommes, c'est 74%. Pour les femmes, c'est 84% en 2016. Bon, d'accord, mais ça compte du fait que normalement, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Donc, peut-être que la différence n'est pas si écartée. C'est une question. Comment je sais? Parce que je prends les chiffres de l'INSEE. Je veux dire, c'est pas moi qui sais. C'est des statistiques qui sont données par l'INSEE et ensuite par le service de statistique du ministère de l'Éducation nationale. Je crois que vous m'avez pas entendu. Ce que je avais dit, c'est que il n'y a aucun rapport entre les chiffres que vous avez mis et les pourcentages des femmes et des hommes dans la population. Donc, peut-être que si on fait les rapports avec la quantité de femmes et d'hommes qui n'est pas la même dans la société, les chiffres sont plus égalitaires. Mais c'est une question seulement. Non. Il n'y a pas une énorme différence entre, à cet âge-là, à peu près l'âge de 18 ans. Non, je sais qu'il n'y a pas une énorme différence, mais il y a une petite différence entre les femmes et les hommes. Pas Donc peut-être que ça devient plus égalitaire. Pas 10% de différence entre la population d'hommes et la population de femmes de cet âge-là. Dans les âges élevés, oui, il y aura des différences, mais pas là, pas à ce niveau-là. D'accord, merci. Une classe d'âge, hein, c'est la classe d'âge. Bon, alors, à l'université, donc, on retrouve évidemment cette disproportion
tout le monde titulaire du bac ne va pas après à l'université, mais parmi ceux qui y vont, eh bien, effectivement, on retrouve cette disproportion entre les hommes et les femmes, sachant que, bien sûr, il faudrait regarder avec les… Enfin, je ne sais pas comment sont comptées là les grandes écoles. Pour les doctorats, effectivement, là, les hommes, à nouveau, les études très longues, on retrouve une proportion plus grande d'hommes que de femmes. Bon. Mais enfin, ce qui est quand même extrêmement important à souligner, c'est cette extraordinaire progression des filles dans les études au siècle, au XXe siècle. C'est quand même, c'est vrai ce que disent Baudelot et Stablet là-dessus. Alors maintenant, je vais signaler une autre chose qui est, ça va hein, pour le temps, une autre chose qui est la différence de filières empruntées par les garçons et par les filles. Et du coup, bien sûr, ces différences qui vont ensuite se répercuter au niveau du marché du travail. Ou peut-être on peut dire que c'est l'inverse, parce que le marché du travail est ségrégué, alors les formations le sont aussi. Hein. Bon, ça, quelle est la poule et l'œuf dans cette affaire? Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est d'autant plus grave qu'on est dans les milieux les plus populaires. Au niveau des lycées professionnels qui recrutent justement majoritairement dans les milieux populaires, les filières sont très très peu filles-garçons. J'avais une diapo, voilà. Alors, c'est une diapo de l'INETOP et vous voyez, ils se sont amusés à faire le rose pour les garçons et le bleu pour les filles. Hein, donc, ne vous trompez pas. Bon, mais c'est juste pour vous montrer, voilà la différence qui est extrêmement nette. Vous voyez, il y a très peu de filles dans les filières production et pas beaucoup de garçons, un peu plus dans les filières services. Bon, alors ça, c'est la première chose. Au niveau, je reviens là, au niveau des filières technologiques, des lycées donc techniques, on a une division qui est encore très importante. Oui, et là, je dis, au niveau des métiers production-service, ça s'accompagne de normes extrêmement rigides de virilité d'un côté et de féminité de l'autre. Bon. Alors, les filières technologiques, on peut dire que c'est un peu la même chose. Elles recrutent, elles, plus dans les milieux de moyens. Les techniques industrielles, c'est quand même fortement des hommes. Les techniques tertiaires, c'est fortement des femmes, et en particulier dans tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant le CARE. Et du côté des filières classiques, on a bien une opposition sciences-lettres et sciences humaines aujourd'hui, dans les différentes options qui sont prises par les filles et les garçons, mais alors qui ne sont plus exactement le même système que celui que j'ai connu moi quand j'ai fait les travaux. Bon, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, les filières scientifiques sont en général plus nombreuses chez les filles. Il y a plus de filles qui font des filières scientifiques que des filières littéraires. Elles sont majoritaires en lettres, mais elles sont moins nombreuses en lettres qu'elles ne le sont en sciences, parce que tout le monde aujourd'hui a compris, en particulier dans les milieux privilégiés et moyens, que ce qu'il fallait faire, c'était plutôt des filières scientifiques. Alors, la question des femmes et des savoirs. Alors, on peut dire qu'il y a une levée générale d'interdits sur l'accès au savoir aujourd'hui pour les femmes. Mais aussi, ce qui a extraordinairement progressé, c'est l'idée du rôle des femmes dans la transmission des savoirs à la génération suivante. Bon, et alors je le montre en montrant justement, on a un accès massif des femmes à l'enseignement primaire et secondaire. Je vous rappelle tout de même que sous la Troisième République, il était hors de question que les femmes enseignent aux garçons, même à l'enseignement primaire, dans l'enseignement primaire, sauf les petits. Et maintenant, eh bien, les hommes sont extrêmement minoritaires au niveau de l'enseignement primaire. Ils sont encore
les femmes sont encore majoritaires au niveau du collège, elles sont déjà moins majoritaires au niveau du lycée. Vous voyez, plus on monte, moins il y a de femmes, plus il y a d'hommes. Autrement dit, on a cette hiérarchie se retrouve à tous les niveaux. Alors maintenant, si on regarde l'enseignement supérieur, là, je dirais que les femmes accèdent aussi de manière très importante à l'enseignement supérieur, mais quand il s'agit cette fois-ci d'y faire carrière, eh bien là, on voit qu'elles accèdent maintenant au niveau des maîtresses et des maîtres de conférences, sachant que c'est très différent selon les disciplines. Hein. Là, je fais en gros. Bon. Mais quand il s'agit du niveau professeur, eh bien, là, la différence est extrêmement nette. On peut dire, et puis j'ai pas fait les chiffres sur le CNRS, mais c'est la même chose. Plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. C'est une règle générale. Alors, cependant, il s'est passé une chose tout à fait importante. D'abord, qu'à partir de mai 68, il y a des femmes qui ont repris leurs études à l'université et de toute façon un accès massif des femmes à l'université. Bon, elles acquièrent les savoirs qui y sont transmis. Certes, ces savoirs sont des savoirs produits par les hommes, les profs sont des hommes et transmis aussi par ces hommes. Donc, il y a encore un interdit sur enseigner dans l'enseignement supérieur pour les femmes. Ce qui n'est plus le vrai dans les chiffres que je vous ai donnés là. Vous voyez, les femmes ont extraordinairement progressé là aussi. Bon, mais il se passe une chose, c'est qu'ayant acquis des armes critiques, elles regardent un peu ce qu'on leur enseigne et elles commencent à le critiquer et à le contester. Et elles montrent que dans ces savoirs, il y a ce qu'elles appellent des biais sexistes, c'est-à-dire dans des recherches, les femmes, soit elles sont invisibles, on dit les hommes, et on fait comme si on parlait hommes et femmes, mais en fait, quand on regarde, il y a un échantillon, il n'y a que des hommes dans l'échantillon. Bon. Et puis, très souvent aussi, on dit, ah, les femmes, c'est différent. C'est-à-dire, il y a une norme qui est masculine, et puis les femmes, elles sont différentes, elles sont hors de cette norme, et naturellement, elles ne peuvent pas faire norme par rapport aux hommes. Donc, il y a non-réciprocité de la norme. On peut parler de masculinisme. Je regarde si je l'ai. Voilà. Le masculinisme, c'est un concept qu'a inventé Michel Ledoff, ce particularisme qui non seulement n'envisage que l'histoire et la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d'une affirmation, il n'y a que qui compte et leur point de vue. Voilà, alors, résultat de ça, c'est que donc, les femmes produisent des savoirs nouveaux et elles critiquent les savoirs masculinistes, elles produisent des savoirs nouveaux et là, elles se heurtent, elles sont en conflit avec les hommes. C'est une des choses qui explique pourquoi elles n'accèdent pas au rôle de professeur. Car les hommes se mettent à critiquer ces savoirs faits par les femmes en disant qu'ils ne sont pas scientifiques puisqu'ils ne sont pas objectifs, alors qu'eux, bien sûr, produisent des savoirs objectifs. Et quand on leur objecte que dans les sciences humaines et sociales, eh bien, eux aussi, ils ont un point de vue situé. Ils disent, ah, non, non, pas du tout, moi, je suis objectif. Je suis sans point de vue. Donc, ils ont tendance à considérer ces savoirs comme illégitimes et donc à marginaliser les personnes qui les produisent ou à les invisibiliser. C'est ce que j'appelle le refus de reconnaissance des savoirs produits par les femmes. Ça explique pourquoi souvent les femmes, quand elles sont en études genre, ont parfois du mal à trouver des postes. Et qu'on leur dit parfois, quand elles choisissent un sujet de doctorat, « Oh là là, fais pas ça, ça te nuira ». Bon, alors voilà, on arrive donc à qu'est-ce qui produit tout ça? Eh bien, ce que j'appelle, comme bien d'autres, hein, et puis j'en donne une définition qui n'est pas celle que donne tout le monde, mais je veux dire, il y a d'autres
définitions du genre théoriquement différentes. Bon, mais j'adhère à la tendance qui considère le genre comme un système social dans lequel il y a des groupes de sexe dans un rapport social de pouvoir, les garçons en pouvoir sur les filles et les hommes en pouvoir sur les femmes. Je dis les garçons en pouvoir sur les filles parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de recherches sur le système scolaire qui montrent que dans les rapports au niveau déjà primaire, surtout collège et lycée, un rapport de pouvoir très fort entre les garçons, certains garçons en tout cas, et les filles. C'est une structure fondamentale de la société qui traverse toutes les institutions de la société, la famille, l'école, le travail, et puis tous les champs politiques, juridiques, etc. Cette structure s'institue, elle est historique, c'est-à-dire qu'il y a une historicité du genre, il ne se définit pas de la même façon, les rapports entre les hommes et les femmes ne se définissent pas de la même façon selon les sociétés, les cultures, les époques historiques, même si c'est toujours un rapport de pouvoir. Et le genre produit des normes, féminins, masculins, qui régissent les comportements individuels et collectifs des femmes et des hommes, qui sont appris depuis la naissance, qui leur régissent aussi leurs rapports, et de telle sorte que se perpétue, se légitime le pouvoir des hommes sur les femmes et donc les inégalités. Et le genre produit ce que j'appelle l'idéologie sexiste. Alors le sexisme, je reprends la définition de l'Encyclopédia Universalis, ensemble de comportements individuels et collectifs qui perpétuent et légitiment le pouvoir des hommes sur les femmes. Et ce sexisme s'appuie sur une idéologie qui crée des oppositions binaires hiérarchisées, le masculin-féminin étant la matrice de toute une série de rapports, raison, sentiment, je disais tout à l'heure, haut, bas, mais on pourrait en trouver des tas, dur, mou, etc., etc. Et avec l'idée que dans ce rapport binaire, l'un des termes est toujours plus valorisé que l'autre. C'est pour ça que des fois, ça peut changer. Le sexisme est un facteur de discrimination, de subordination et de dévalorisation des femmes, ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de l'enseignement supérieur. Et en effet, le concept de sexisme qui vient des États-Unis a été conçu sur le concept du racisme, qui justement lui aussi est facteur de discrimination, de subordination et de dévalorisation des femmes. Bon, pour conclure, je dirais, on a un déplacement progressif des interdits de savoir, depuis un interdit absolu jusqu'à des interdits relatifs, mais on a toujours une persistance d'une division socio-sexuelle des savoirs et des compétences en lien avec le marché du travail qui est lui-même aussi divisé, ségrégué verticalement et horizontalement. Une dévalorisation des recherches donc sur le genre, des études genre, et une discrimination à leur encontre. Voilà. Et puis, je crois que juste après, donc j'avais indiqué effectivement, ah ben si, j'avais mis le sous-titre. Donc, mon dernier livre, Genre et éducation, des clartés de tout, ce sont des articles sur différents points, la Troisième République, l'article sur Molière, sur les femmes savantes, que j'aime bien. Voilà, j'ai fini, je conclus. J'ai conclu. Merci Nicole, c'est toujours Merci. un plaisir de t'écouter. Et puis j'ai mis la référence complète de ton livre que je recommande, hein, que j'ai eu un grand plaisir à lire et Merci. à nouveau d'être venue parce que tu étais déjà à Grenoble l'année dernière. Je vous propose, pour pas que Jacqueline Été n'ait pas le temps de s'exprimer sur la conférence, et en plus ce qu'elle va dire aussi fait beaucoup écho à ce que Nicole a dit dans un contexte général et sera illustré sur les femmes voilà, dans le milieu scientifique. Et je pense que vous pouvez rassembler vos questions à la fois pour Jacqueline et pour Nicole à la suite de la présentation de Jacqueline, pour qu'on ait un débat aussi croisé, parce que les choses vont se croiser, hein, sur l'éducation et sur aussi les métiers scientifiques où voilà. Je te laisse la parole, Jacqueline, parce que tu vas mieux en parler que moi. Merci beaucoup, Nicole.
Bonsoir, merci aux 39 participants, c'est vraiment merveilleux. Bravo. Bravo à vous Merci. tous. Merci beaucoup. Bravo à Violette et Sophie qui arrivent à faire ça. Et je vais vous partager mon écran. Alors, voilà, écran partagé. Ça marche, ça? Pas encore. Il faut que tu sélectionnes ton document. Peut-être, voilà. Alors, on va Oui, commencer c'est bien. au début. Et j'aimerais bien pouvoir mettre mon diaporama à partir du début. Voilà. Donc, je suis Jacqueline Netté et je suis la présidente d'une association grenobloise qui s'appelle Parité Sciences. Et je vais vous parler des mixités dans les métiers scientifiques en France et quelques freins identifiés à une meilleure féminisation. Alors, Nicole a déjà pas mal balayé sur les freins identifiés, mais je pense que je vais le dire c'est les mêmes choses que je vais dire d'une façon un peu différente sur les freins, et puis je vais vous donner un peu plus d'espoir, peut-être, enfin j'espère. Alors là, pour illustrer, je vous ai mis une œuvre d'art très récente d'une jeune femme qui regarde dans un télescope. J'ai choisi ça pour illustrer une femme scientifique, parce que d'habitude, on voit toujours des dames qui sont en blouse blanche avec des éprouvettes ou des microscopes. Alors, je trouve ça très bien qu'on mette en avant les chimistes, mais on met toujours en avant les chimistes et on verra que le milieu de la chimie, c'est un milieu plutôt féminisé, avec un plafond de verre excessivement épais. Alors, je vous présente l'association dont j'ai l'honneur d'être la présidente. C'est une association donc, qui est grenobloise, qui œuvre pour la parité entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et techniques. On encourage les jeunes filles à choisir le domaine scientifique. On promeut l'image des sciences auprès de tous les jeunes, garçons et filles. Et puis après, une fois que les filles sont devenues des femmes et ont choisi les carrières scientifiques, on travaille pour qu'il y ait une égalité réelle qui s'exprime dans ces domaines. Et on agit comme l'antenne grenobloise de l'Association nationale Femmes et Sciences. Alors, pour vous donner une taille, nous, on est 35 et Femmes et Sciences, on est 400. Et la majorité des personnes adhérant à Parité Sciences sont aussi membres de l'association Femmes et Sciences. Et je vous invite à aller voir le nouveau site de l'association Femmes et Sciences qui a fêté ses 20 ans cette année et qui a complètement renouvelé son site et qui a fait un site très vivant et très, très esthétique. Et nous, on a une page qui s'appelle Alpes. Alors, au cours de mon discours, vous avez besoin de 2 définitions. Qu'est-ce qu'on appelle le domaine de mixité? Alors, c'est quand les pourcentages hommes-femmes sont compris entre 40% et 60%. Vous comprenez que voilà, ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Et dans tous les graphes que je vais vous faire voir, ces domaines de mixité seront surlignés en vert. Et puis, le plafond de verre, c'est la difficulté des femmes à accéder au poste supérieur. Alors, on définit simplement l'épaisseur du plafond de verre en regardant le pourcentage des femmes au niveau N et puis moins le pourcentage des femmes au niveau N-1. Et en général, c'est très, très, très rare qu'on trouve un nombre positif. En général, on trouve un nombre négatif et ça nous donne une épaisseur du plafond de verre. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la définition des demandes de mixité? Je n'ai pas compris, désolé. Pardon? Vous n'avez pas compris quoi? La définition des demandes de mixité. Vous pouvez la rappeler, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. C'est le pourcentage homme-femme ou femme-homme. Et pour qu'on soit dans le domaine de mixité, on dit qu'il faut que ce pourcentage soit compris entre 40 et 60%. C'est un pourcentage dont on estime que, il n'y a pas de discrimination dans un sens ou dans l'autre. Quand on atteint ça, parce que tout se passe de façon naturelle, les hommes et les femmes sont en mixité. Mais comment est-ce qu'on les calcule? C'est la quantité de femmes sur la quantité totale? C'est comme ça ou... Oui, je vous le définirai au fur et à mesure. D'accord? Au fur et à mesure, pour chaque cas, ça sera surligné sur mes diagrammes. Donc, vous verrez ce qu'il y a en abscisse et ce qu'il y a en ordonnée. Non, mais je vous demandais quelle est la définition? Comment est-ce que vous le calculez? Vous prenez par exemple le nombre de femmes, vous divisez par le nombre de femmes plus le nombre d'hommes sur
sur l'échantillon que vous avez. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Ça vous convient? Oui, oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup. D'accord. Je mets le lien sur la mixité de l'INSEE, Stan. Donc, pour un exemple de plafond de verre, je vous ai mis ça, c'est une source qui vient de l'Observatoire de l'égalité dans les entreprises que tient Michel Ferrari à l'école Schema. J'aime bien ce que fait ce monsieur. Souvent, je m'y réfère quand je veux avoir des données sur tel ou tel domaine. Et ça, donc, c'est un espèce de triangle. En bas, on a les effectifs de femmes qui sont dans les entreprises du CAC 40, plus 20 entreprises importantes qu'il a choisies. Et donc, les effectifs globaux, les cadres, les comités exécutifs et tout en haut, les femmes dans les conseils d'administration. Alors, tout en haut, vous avez une parité dans les femmes dans les conseils d'administration. On a intérêt parce que c'est la loi. Donc, les femmes dans les conseils d'administration, elles se retrouvent à un plus grand pourcentage que les femmes dans les effectifs. Pour passer de cadre, grosso modo, sur l'ensemble des entreprises du secteur, mais c'est pas, voilà, on peut aller voir dans chacune, c'est pas toujours un plafond de verre aussi mince que 4,4. Et puis, on voit que pour passer de cadre à comité exécutif, là, on a un plafond de verre de 15,5. Et vous verrez que dans l'enseignement supérieur, pour passer de maître de conférence à professeur, eh bien, on a des plafonds de verre supérieurs à ça pour beaucoup d'endroits, beaucoup de cadres. Donc, les entreprises ne sont pas, disons, plus sexistes que l'enseignement supérieur et la recherche en général dans notre pays. Mais ça, on le verra après. Alors, comme vous l'a dit Nicole, on revient de loin parce que la mixité dans l'éducation, eh bien, ce n'était pas donné. Et dans notre pays, la mixité s'est faite dans décret à partir des années 60 jusqu'à la fin des années 70 pour arriver à une mixité générale dans les collèges et dans les lycées. Et à l'université, en 1900, il y avait 3,3% de femmes et actuellement, on a à peu près 60% d'étudiantes. Donc, on a progressé. Alors, être en mixité au niveau de l'enseignement, on va voir que ça ne veut pas dire du tout, parce que tout le monde entend la même chose, tout le monde le reçoit de la même façon. Et je vais faire un petit focus sur ce que c'est que les inégalités face à un enseignement qui est le même pour les uns et les autres. Alors d'abord, je vais vous parler d'une dame qui nous tient particulièrement à cœur à Parité Sciences, c'est Marie-Louise Paris. Marie-Louise Paris, c'était une dame qui avait été en 1921 diplômée de l'école Sudria, qui est une école de mécanique. Puis elle avait voulu faire une année complémentaire à l'Institut Polytechnique de Grenoble, donc c'est l'ancêtre de Grenoble INP. Et en 1922, elle a eu son diplôme d'ingénieur. Et à l'époque, donc, à Grenoble INP, il y avait 605 étudiants et il y avait 4 femmes. Et Marie-Louise Paris était là avec sa sœur et elles ont beaucoup souffert de sexisme. Les hommes, les étudiants ont été très durs avec elle. Et elle a décidé que pour que les femmes puissent avoir accès à un métier d'ingénieur, il fallait les former en dehors du domaine masculin. Et donc, en 1925, elle a beaucoup travaillé, notamment avec le doyen Barbillon, pour pouvoir créer l'école polytechnique féminine. Et là, je vous ai mis une photo de la première promotion des femmes ingénieures qui sont dans la cour du Conservatoire des Arts et Métiers. Cette cour, elle n'a pas changé, hein, elle est toujours pavée de la même façon, il y a toujours la fontaine là-bas au fond. Et donc, à gauche, vous avez mademoiselle Marie-Louise Paris qui a fondé ça. Et j'aurais eu les chiffres, mais rien pour vous dire que jusqu'en 94, cette école, comme toutes les écoles qui délivrent des diplômes, est devenue mixte. Donc, de 100% de filles en 93, on est passé à 36% de femmes diplômées de cette école d'ingénieurs en 2005. Et on reste à peu près à ce pourcentage-là, ce qui est plutôt plus haut que le reste des écoles ingénieurs dans notre pays. Voilà pour vous parler de la mixité. Alors d'habitude, ce transparent, je le mets souvent vers la fin. Et là, j'ai décidé de vous le mettre au début. Pourquoi on devrait s'engager vers la mixité? Parce qu'après tout, on peut estimer, il y a beaucoup de gens pour le dire encore, que
la division sexuée du travail, ben, c'est quelque chose de très bien, qui assure la stabilité dans un pays et que chacun y a sa place et que tout est bien géré. Alors, il y a 3 niveaux, hein. Il y a l'éthique, l'égalité de toutes et tous que l'on a dans notre constitution, ben, implique une égalité d'intégration et de salaire dans le milieu professionnel. Et on verra que pour le salaire, on en est loin. Du côté du management, alors, on dit que des améliorations de performance ont été systématiquement observées quand la mixité est atteinte. Je vais revenir dessus. Puis, il y a des textes de loi maintenant. Alors, il faut respecter le droit pour éviter des pénalités financières ou pour continuer à percevoir des subventions. Pas d'égalité, pas d'argent public. Alors, le Conseil de l'Europe l'a fait depuis longtemps. J'ai oublié de mettre la date là où le Conseil de l'Europe a décidé qu'il fallait absolument promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, et ce à tous les niveaux. Et puis en France, en 2019, Muriel Pénicaud a mis en place l'index égalité, qui est loin d'être parfait, mais qui permet d'avoir quand même une mesure des égalités ou de l'inégalité dans les entreprises et de les pénaliser jusqu'à 1% de leur masse de chiffre d'affaires si leur index égalité est inférieur à 0,75. Alors, on pourra le bouger, on pourra rentrer cet index, par exemple, dans les appels d'offres, dire je ne fais pas affaire avec une entreprise qui a un index égalité inférieur à, ben, chacun le fixera, quoi. Quand l'index égalité est égal à 1, ça veut dire qu'il y a, ça ne veut peut-être pas dire qu'il y a égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, mais en tout cas, c'est meilleur qu'un index égalité de 0,75. Après, évidemment, que comme tout index, il peut être critiqué. Alors, pour l'éthique, je vous ai parlé de l'écart du salaire entre les hommes et les femmes. D'une façon générale, dans notre pays, l'écart de salaire est de 19%. Chez les cadres, il est de près de 21%. Et cet écart de salaire croît tout au long de la carrière. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelque chose comme 5% juste à la sortie de son diplôme, quand on rentre juste. Et puis, on arrive en fin de carrière à des écarts excessivement importants. Chez les employés, l'écart de salaire est moindre. Voilà. Et chez les professions intermédiaires, il est de 14%. Chaque fois, j'ai essayé sur les transparents de vous mettre la source à laquelle j'ai trouvé ces chiffres. Alors, pour la féminisation du management, de féminisation de l'encadrement et les performances économiques, là, je suis un petit peu moins à l'aise que sur les écarts de salaire. J'ai beaucoup cherché dans la littérature pour être certaine que cette histoire d'augmentation des performances économiques est systématiquement observée. Et en fait, je suis assez nuancée sur ce que j'ai pu trouver dans la littérature. Alors ça, c'est aussi Michel Ferrari qui a fait ce graphe où il concatène le pourcentage des femmes cadres dans différentes entreprises françaises qui font partie du CAC 40 sur la marge opérationnelle en 2018. Et il voit que, eh bien, il y a 60 entreprises dans son échantillon. Grosso modo, plus on progresse dans l'autoféminisation, plus on augmente. Mais par contre, quand on a les entreprises à l'encadrement le plus féminisé, on arrive à 25% et les entreprises les moins féminisées à 10%. Mais ça me pose un problème. Je pourrais dire super, on l'a prouvé. Mais ça me pose un problème. Et je suis en correspondance avec Michel Ferrari parce que j'aimerais savoir si cette marge opérationnelle, elle n'est pas due justement au fait qu'on paye moins les femmes que les hommes. Parce que pour ce qui est Hermès, qui est là, qui est en dehors du domaine de mixité, qui emploie énormément de femmes, il y a peu de femmes dans leur comité exécutif, c'est-à-dire que leur plafond de verre est excessivement épais. On voit que dans les entreprises les plus féminisées, c'est les entreprises de la parfumerie et du luxe. Et je me dis que si celle-là, j'aimerais savoir, alors il ne m'a pas répondu, mais c'était quand même une question vraiment que je me pose. Voilà, parce que, voilà, mais j'ai eu d'autres rapports, en particulier des rapports de l'Institut des études politiques, et il était sûr que la confiance des équipes dans leur manager a été plus élevée quand c'était une femme. Ça, c'était certain. Mais pour ce qui était vraiment de faire du chiffre, de faire des bénéfices, c'était moins clair pour moi.
Ça me paraissait être à peu près pareil, hein, je vais vous dire. Alors, l'état des lieux de l'égalité des femmes et des hommes en sciences et techniques, le voilà, grosso modo. Alors, je ne vous ai pas mis les sources parce que pour le CNRS, c'est son rapport, son bilan. Pour l'université aussi, puis ça, c'est vient d'un papier. Et ces chiffres, je vais les reprendre et là, vous aurez les sources tous les milieux. Ce qui est important de voir, c'est qu'en sciences et techniques, bien, mis à part à l'université, pour les enseignements chercheurs, on est à 40%, mais ça descend à 30% à partir du moment où on regarde les sciences, les techniques, l'ingénierie et les maths. Donc, c'est sûr que la part des femmes a augmenté globalement à l'université, mais en sciences et techniques, eh bien, ça stagne. Bon, dans l'industrie, on est à 20% de chercheurs et 15% en sciences et en techniques. Donc, on va reprendre un peu ces chiffres pour un petit peu mieux les analyser. Non, avant ça, ouais. Moi, c'est certain que ce qu'a dit Nicole, j'adhère complètement au fait que tout ça, toutes nos sciences, nos techniques ont été créées par des hommes et donc on fait toutes les promotions, tout ça sur les critères masculins. Mais à mon avis, il y a un problème de vivier. Et le problème de vivier, c'est pas seulement qu'on n'oriente pas les petites filles vers les sciences, c'est un problème de vivier qui me semble plus grave parce que c'est un problème de vivier et d'inégalité aussi. Alors là, je vous montre une enquête de 2015. L'enquête de 2018, elle est sortie, mais je ne l'ai pas vraiment sorti les chiffres parce que j'avais ce transparent là tout près. Alors, sur ce diagramme-là, vous avez les performances des pays de l'Union européenne en mathématiques. La France est tout en bas. Là, vous avez les performances de l'Union européenne en sciences et la France est avant-dernière devant Chypre. La ligne rouge, là, c'est la moyenne européenne. Là aussi, c'est la moyenne européenne. Et là, c'est le point central. Ça veut dire qu'on a donné à ces enfants des QCM. Et ça, ce point, c'est je réponds au QCM au hasard. Et j'arrive ici. C'est-à-dire que la Slovéquie, peut-être qu'ils ont répondu au hasard. Mais les Français, ils réfléchissent et ils répondent moins bien que s'ils répondaient au hasard. Et ça, moi, ça me fait un grand souci, parce que ça veut dire quoi de l'esprit scientifique qu'ont nos jeunes enfants au CM1. Alors, à 10 ans, on peut dire qu'en France, un élève sur 8 ne maîtrise pas les compétences élémentaires en maths et en sciences. Et on dit en maths, les garçons ont une meilleure performance que les filles, et en sciences, les filles et les garçons, à 10 ans, sont à égalité. Alors, on ne dit pas comment, si on a mesuré dans ces enquêtes Team S, je n'ai pas trouvé une mesure de l'égalité. Par contre, j'ai trouvé une mesure des inégalités dans les enquêtes PISA. Donc, on retrouve nos élèves, mais à 15 ans maintenant. Et ça, c'est donc l'Europe de l'éducation en chiffres en 2018, et c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a produit les graphes. Alors, sur l'axe vertical, on a les compétences en sciences. C'est-à-dire que la France que vous voyez ici a des compétences moyennes en sciences. Sur l'axe horizontal, on mesure l'inégalité. Et je vais vous faire voir comment on mesure l'égalité ou l'inégalité sur le transparent suivant. Alors, la France a des résultats moyens en sciences et un système excessivement inéquitable. Si on regarde l'Allemagne, elle est un peu meilleure que la France sur les performances en sciences et un peu plus égalitaire, puisque là, c'est la moyenne de l'égalité que l'on a ici. Si vous regardez l'Angleterre, on a des bons résultats en France équivalents à ceux des Allemands et avec une très bonne équité, c'est-à-dire un très bon accès aux sciences. Comment on mesure ces chiffres qui sont quand même excessivement mauvais pour la France? On les mesure de la façon suivante. C'est tous les pays de l'OCDE qui sont mis d'accord pour faire cet indice égalité. Alors, en numéro 1, on regarde le milieu socio-économique, on est favorisé, on est défavorisé. On a d'autant plus accès aux sciences qu'on est d'un milieu favorisé. Le deuxième, c'est le sexe. On a plus accès aux sciences si on est un garçon que si on est une fille.
Ensuite, c'est les structures de la famille. Si on est une structure biparentale, on a plus accès aux sciences. Si on est du pays dans lequel on vit, on a plus accès aux sciences aussi. Si la langue de la famille est la langue du pays, et puis si on est en zone urbaine ou si on est à la campagne. Et quand on voit le taux d'inégalité d'accès aux sciences des jeunes Français, eh bien, il est obligé, si ce n'est pas possible autrement, les filles ont moins accès aux sciences que les garçons. Mais ça vient du fait des inégalités. Alors, quand on demande à ce même panel d'élèves, qu'est-ce que vous souhaitez faire quand vous aurez 30 ans? Eh bien, on voit que, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui n'est pas apparu là. Les jeunes Françaises envisagent peu d'avoir des métiers relatifs aux sciences et techniques quand elles auront 30 ans. C'est-à-dire qu'elles ont 15 ans, elles se disent non, à 30 ans, je ne vais pas aller dans les sciences et les techniques. Alors, les barres rouges, là, ce sont les barres françaises. On voit que les garçons sont à peu près 12% à 15 ans de dire « oui, je me sens bien travailler dans les sciences et les techniques ». Tandis que les femmes, les filles, elles sont moins de 5% à dire ça. Et les proportions sont pratiquement inversées dans les domaines de la santé. C'est-à-dire que les filles, elles sont 14% à dire « je veux aller dans le domaine de la santé », contre un peu plus de 5% des garçons. Dans le numérique, il y a plus de 5% des garçons qui disent « oui, pourquoi pas aller travailler dans le numérique ». Il n'y a pratiquement pas de filles. Puis bon, les professions intermédiaires à caractère scientifique, il y a à peu près autant de filles que de garçons qui se sentent d'y aller. Mais on voit que c'est quand même une tendance européenne générale, hein. Sauf là, en Allemagne, que les jeunes se projettent peu dans les professions de la santé par rapport aux autres pays. Je ne saurais pas dire vraiment pourquoi. Et ils se projettent d'ailleurs peu aussi dans les techniques, alors qu'on nous montre souvent les ingénieurs allemands et les techniciens allemands comme étant des super-héros. Ils ne s'y projettent pas trop, les jeunes Allemands. Alors, avant la réforme Blanquer, il y avait 46% des bacheliers et bachelières qui avaient un bac S qui étaient des filles. Donc, on avait une bonne parité au niveau du bac S. Et on s'est interrogé au moment de la mise en place de la réforme du lycée général de ce qu'allait devenir cette parité au niveau de ce bac. Et un bac S donne accès aux études de médecine et aux études d'ingénierie. Et voilà, comment on va maintenir le vivier pour alimenter nos écoles d'ingénieurs et nos filières scientifiques, surtout des sciences fondamentales, dans l'université. Alors, je vous rappelle ce que c'est que cette réforme. On doit prendre 3 spécialités en première, que l'on choisit dans un panel de spécialités. Et puis, en terminale, on abandonne une de ces 3 spécialités pour en garder que 2. Et on aura un bac attaché à ces 2 majors ou majeurs. Alors, 41% des élèves gardent la spécialité mathématique qui reste la plus suivie. 33% retiennent la spécialité en physique-chimie. 33% et à peu près le reste identique en pourcentage pour les sciences économiques et sociales, les sciences de la vie et de la terre, et un petit peu moins pour l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques. Par contre, ce que l'on voit, c'est que l'abandon de la spécialité mathématique, les spécialités mathématiques sont beaucoup plus abandonnées par les filles que par les garçons. Ce qui fait que les filles oblitèrent là leur possibilité de poursuivre en sciences fondamentales ou de rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, que la réforme Blanquer ait un effet positif sur les sciences et les techniques, moi, j'en suis vraiment pas convaincue. Je suis même convaincue du contraire. Et en tant que personne qui voudra encourager les jeunes à aller dans ces domaines-là, je me sens un peu dans l'expectative. Alors là, ça répond peut-être partiellement aux questions de la discussion de tout à l'heure. J'ai cherché si dans ce rapport, qui est le dernier rapport de l'égalité qui a été, je crois, signé par Frédéric Vidal,
où on donne ces chiffres, mais ce qui a été frustrant, dans le dernier rapport d'égalité dans l'enseignement supérieur, qui s'appelle Vers l'égalité femmes-hommes dans l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a beaucoup de pourcentages et finalement peu de chiffres. Donc, en particulier, répondre à la question quel est le poids en étudiants des formations littéraires, quel est le poids des étudiants en formation scientifique, eh bien, rapidement, je ne suis pas arrivée à le trouver sur ce rapport-là. Alors, j'ai sorti, ça, c'était donné sous forme de tableau, et j'ai sorti l'histogramme. Sur l'ensemble des formations à l'université, les femmes ont, donc là, ce truc en vert, là, ce rectangle en vert, c'est le domaine de parité. Quand le pic arrive dans le rectangle en vert, on est en parité. On voit que dans l'ensemble des formations, on est en parité à l'université. Pour les formations scientifiques, on est en dessous de la parité. Et ça, c'est l'ensemble des formations scientifiques. C'est-à-dire qu'on prend aussi les DUT et les BTS. Et ça, c'est les formations scientifiques à l'université. Je vous ai mis les écoles d'ingénieurs ici. On voit que pour le pourcentage des femmes dans les filières scientifiques, elles ont augmenté entre la statistique 2005-2006 et la statistique qui est en orange 2015-2016. Il y a des domaines, un petit peu augmenté, hein, il n'y a pas non plus de grande révolution, mais il y a des domaines où les collègues ont su créer eh bien, de l'attraction. Les BTS de production ont énormément augmenté. C'est-à-dire qu'on est passé de 12%, 11% à 23% en 10 ans. Ce qui est vraiment... mais pour ça, ils ont créé des nouveaux BTS. Comme alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce que c'était que ce BTS, spécialisé technologie industrielle fondamentale. Mais manifestement, on offre aux jeunes filles au moins un programme qui leur donne envie de s'y lancer. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce programme, mais en tout cas. Et puis, ce DUT, packaging, emballage, et on a rajouté design. Et là aussi, on est passé, en ajoutant design, de 33% à plus de 50%. Peut-être bien qu'on sortira du domaine de la parité. Alors, il y a des domaines qui, à mon avis, posent de gros problèmes. Par exemple, le génie électrique, qui n'arrive absolument pas du tout à se féminiser. Et puis le génie biologique, qui, à mon avis, est beaucoup, beaucoup trop féminisé. Le DUT de chimie va peut-être bien aussi, lui aussi, sortir du domaine. Et c'est pour ça que je vous ai choisi de ne pas vous mettre une biologiste ou une dame en blouse blanche avec une éprouvette pour illustrer les scientifiques, femmes, parce qu'il est vraiment certain que ça, c'est vraiment bien, bien rentré dans l'imaginaire collectif, que les femmes, eh bien, elles peuvent aller faire du génie biologique et qu'elles y sont les bienvenues. Et elles y vont bien. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Alors, la part des femmes dans les diplômes, c'est ce que j'ai mis dans le fil de la discussion. Les femmes sont vraiment bien diplômées maintenant de l'université, du supérieur en général. En licence, on est à 58%, en master 60%, en doctorat 46%. Je vous ferai voir après, ça fluctue de 2%, mais tous ces pourcentages, en fait, ils peuvent fluctuer de 2%. Ça dépend beaucoup, beaucoup des contours que l'on met et où est-ce qu'on s'arrête, des frontières de chaque chose, de chaque diplôme. Et dans les écoles d'ingénieurs, on est donc à 28%. Parfois, on met 27%. Ça dépend aussi des années, ça dépend de comment on a compté. Ça fluctue assez peu, en fait, mais ça fluctue quand même de 1-2% parfois. Alors, c'est pour faire voir le transparent suivant qu'en fait, les jeunes diplômés chez nous vont dans des filières différentes. Ça, c'est quelque chose qui vient de la PEC. Les femmes, elles vont dans le commercial, les ressources humaines, la communication, la santé, le social. Et les hommes, ils vont dans les études R&D, l'informatique et la production industrielle. Et ce qu'a dit Nicole, comme quoi, eh bien, les femmes, on les met plutôt du côté, pas des sciences un peu dures, mais du côté des choses un petit peu molles, se retrouve ici. Et voilà, alors après, il y a des pourcentages là, et ces pourcentages, ils sont à lire sur
sur l'ensemble des personnes qui ont répondu à ce questionnaire, quel pourcentage de femmes se retrouvent dans ce domaine-là, et ici, quel pourcentage d'hommes se retrouvent dans le domaine. Donc, c'est un peu... ça, c'est pour faire voir la division sexuée de là où vont les diplômés. Mais ça se retrouve complètement avec le choix des diplômes des uns, c'est cohérent. Alors, doctorants par sexe et par discipline. Alors, du point de vue donc, de l'ensemble, tout à l'heure, j'ai mis 46%, mais là, c'était 2 années avant. On était à 48% des diplômés qui avaient un doctorat dans les femmes, parmi les femmes. Alors, en lettres, elles sont en dehors du domaine de la parité. 67% des docteurs sont des doctorantes. Et puis, dans sciences fondamentales et applications, eh bien, les diplômés sont à 30-31%. Donc, on se retrouve ici aussi avec un énorme problème de vivier pour féminiser les emplois scientifiques et techniques, puisque on a peu d'ingénieurs et peu de docteurs dans nos domaines. Alors, quand on est ingénieur en formation, certes, on est à 28%, mais il faut bien voir que là aussi, c'est très mal réparti. C'est-à-dire qu'en chimie ou en agriculture, on arrive à des taux qui s'approchent des 60%, tandis que si on regarde dans les services et les transports, on est à 14%. Alors, les BTS du transport aussi sont sinistrés. Les femmes n'y vont absolument pas. En électronique, en électricité, je vous ai dit tout à l'heure que le DUT génie électrique peinait à recruter des femmes, et bien ça se retrouve ici aussi. En mécanique, on n'est qu'à 20%. Donc aussi une répartition, une disparité suivant les disciplines qui est très, qui fait que voir que les femmes se sentent de se projeter dans certains métiers, des métiers proches des sciences du vivant, et peu dans les sciences dures et fondamentales. Donc, il n'y a pas de mixité réelle dans ce vivier. Donc, des personnes embauchées dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, dans les sciences et les techniques. Et c'est normal que le modèle masculin soit le modèle dominant, parce que s'il n'y a pas de mixité, il n'y a pas de raison que le modèle change beaucoup. Et de mon point de vue, il y a un clair besoin de formation des professeurs du primaire en enseignement des sciences et en maths. Parce que quand on lit le rapport Team C, là, que je vous ai présenté de 2015, 83% des professeurs du primaire disent qu'ils ne sont pas à l'aise dans l'enseignement des sciences et des maths. Et que 37% de ces professeurs ont été formés à cet enseignement. Donc, si on veut améliorer notre vivier et améliorer la quantité de jeunes filles qui se sentent de partir en sciences fondamentales, il faut former les professeurs du primaire. Parce que si on a des mauvais résultats quand on est au CM1, on ne se sent pas très à l'aise en maths, en sciences, on n'investit pas trop les maths et les sciences parce qu'on se dit je ne suis pas très bonne, je ne suis pas très bon. Et ça, on investira d'autant moins qu'on n'est pas poussé par les familles. Et les familles pousseront plus les garçons que les filles à aller dans les sciences et les maths. Alors, l'égalité dans l'éducation, eh bien, j'ai repris ce qu'Isabelle Collet nous avait présenté lors du colloque de 2020, qui était un colloque organisé par Femmes et Sciences et Parité Sciences, et qui s'appelait puis aussi l'Union des professeurs de physique-chimie de l'Académie de Grenoble et la Société française de physique 38. Et on avait organisé ce colloque, un rêve pour les filles et les garçons, et ce transparent avait particulièrement plu. C'est-à-dire que l'éducation, l'égalité dans l'éducation, ce n'est pas seulement l'égalité des chances, c'est-à-dire ce qu'a fait la loi Abi, on donne à tout le monde le même enseignement, mais c'est aussi faire en sorte, et ça c'est la troisième illustration ici, faire en sorte que tout le monde puisse recevoir ce que l'on donne d'une façon égalitaire. Or, actuellement, ce n'est clairement pas le cas. Les filles reçoivent globalement moins bien l'enseignement des sciences que les garçons, mais aussi les professeurs ne se sentent pas à l'aise dans cet enseignement des sciences. Et ça peut créer des malaises et faire en sorte que le vivier soit
soit pas alimenté, quoi, soit pas alimenté comme il le devrait et comme nous en aurions besoin pour arriver à une mixité dans tous les niveaux de la hiérarchie et dans tous les domaines. Alors, maintenant que je vous ai bien parlé de cette histoire de vivier, je regarde quand même l'heure qu'il est. Ouais, je pense que c'est... Je peux encore en parler. Violette, Sophie, vous m'interrompez quand vous voulez que j'arrête. J'irai directement au bout. On est le temps du débat. Il y a pas mal de questions sur le chat aussi du Zoom. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi le temps un peu des personnes intéressées qui veulent poser des questions ou qui ont des... Donc, tu veux que j'arrête maintenant? Non, encore 5 minutes. Je sais pas. 5 minutes. Bon, ben, je vais sauter vite. Donc là, je vous reprends les chiffres que je vous ai présentés tout au début pour lancer ma discussion. Donc, je passe. Mais là, je voudrais bien m'y arrêter parce que j'y ai travaillé dessus. Ça, c'est issu du rapport de l'Éducation nationale et c'est la proportion des femmes maîtres de conférences et la proportion des femmes profs de conférences. Et là, c'est différents domaines qui ont été portés. Donc, voilà, on a nos points. Ça, c'est toutes disciplines confondues. On est ici, du point de vue sur ce diagramme, c'est-à-dire un peu plus de 40% de femmes et un peu plus de 20% de femmes maîtres de conf et un peu plus de 30% de femmes professeurs. Et puis, on a différentes disciplines. Mais pour pouvoir, je me suis dit, il y a un moyen de mesurer le plafond de verre là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris tous ces points, je les ai portés dans un tableau à double entrée et j'ai classé suivant le pourcentage, l'épaisseur du plafond de verre que j'ai trouvé. Toute discipline, c'est ce que je vous ai dit. L'université a une épaisseur de plafond de verre plus importante que les entreprises, du premier plafond de verre que l'on rencontre, hein, c'est-à-dire niveau cadre, passage à l'exécutif, c'est-à-dire je décide. Le plus inégalitaire est le droit, la gestion, l'économie. Et on dira le plus égalitaire, le plafond de verre moins épais, et les sciences et les techniques. Donc celui où finalement le vivier, les maîtres de conf sont le plus en minorité. Et ce qu'a dit Nicole tout à l'heure m'a vraiment interrogée et m'a donné peut-être une clé pour pouvoir mieux expliquer ça. C'était qu'elle disait que, alors je l'avais noté, mais je ne retrouve pas, que quand on attaquait un domaine masculin, eh bien, il y avait des drapeaux rouges qui se mettaient pour les femmes. Et je pense que ça peut expliquer la ligne sciences humaines, là, où on est vraiment bien en mixité et où le plafond de verre est vraiment très, très, très épais. En physique, mathématiques, informatique et sciences de l'ingénieur, les femmes sont encore en minorité. Donc, elles ne sont pas menaçantes. Donc, le plafond de verre est moins épais pour elles. Enfin, c'est une clé qui m'est venue en écoutant Nicole, hein. Je vous la livre comme ça parce que quand j'ai fait ce tableau, vraiment, je me suis dit, mais comment on peut répondre à ce genre de choses? Et une des clés est peut-être là. Voilà, donc, ce qui se passe à l'université, c'est que du point de vue des jurys, on peut dire que la proportion de femmes candidates à la qualification et au recrutement MCF et PR, c'est à peu près dans la proportion des femmes lauréates à chacune des étapes. Mais il y a l'histoire de la qualification. Alors, cette qualification, je crois qu'on est en train de la modifier. Je n'ai pas vraiment tout suivi. Et la part des femmes décroît dans la progression de la carrière, ça c'est certain. Et il y a une importante diminution de la proportion des femmes entre le fait qu'elles soient maîtres de conf, 43%, et les HDR, 34%. Alors, on a l'habitude de dire que c'est une autocensure, que les femmes s'autocensurent pour passer l'HDR. Alors, moi, ça me gêne un peu qu'on parle d'autocensure parce que ça voudrait dire que la responsabilité, c'est elles ne travaillent pas assez vite, elles sont chipoteuses, elles s'en demandent trop, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Jacqueline, hein? Ce sont des chiffres Grenoble INP pour les maîtres de conf et pour les femmes. Non, c'est des chiffres nationaux, là. J'aurais dû mettre la source. Je crois que la source, c'est le dernier rapport des chiffres de la... C'est pas du tout Grenoble INP, hein, c'est général, les maîtres de conf. Là.
C'est la source, je crois que c'est le dernier rapport signé Frédéric Vidal qu'on a eu récemment. Je rechercherai quelle est ma source parce que j'ai pris des sources. Jacqueline, j'avais mis la source dans le chat. Hein, c'est le dernier rapport du MESRI de 2020. Voilà. Dans le bilan social pour l'UGA, moi, j'ai 47,9% de femmes maîtresses de conférences, donc on Oui. est plus haut. Mais par contre, j'ai moins de femmes ayant une HDR. Combien tu as? Je crois que je tombe à 21%. On va finir la présentation. Jacqueline, avant d'entrer dans les débats surtout plus locaux, est-ce qu'on peut… Voilà, je préfère que tu finisses la conversation et la présentation, oui. Enfin, on lance la conversation après ta présentation, pardon. Voilà, et puis bon, il y a évidemment peu de femmes qui passent au premier échelon de la classe exceptionnelle des professeurs. Alors, je vais passer vite. Là, c'était ce qu'a déjà signalé Nicole, hein, qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus féminisés que la France. La France, finalement, est relativement peu féminisée dans le secteur gouvernemental, pas plus féminisée que l'Allemagne. Et par contre, pour tout ce qui est haut de support, c'est-à-dire des supports non chercheurs, ce qui n'est pas chercheur, mais tout ce qui est support non technique, et là, on est le pays le plus féminisé au monde, hein, ou presque. Et donc, je vais vous sauter les entreprises, je vais vous sauter les freins, puisqu'il faut que je laisse la parole. Alors là, j'avais souligné que ce qu'on attendait des femmes, c'était le soin, la douceur, la compréhension, la patience, et surtout qu'elles aient un métier qui soit conciliable avec leur vie familiale. Et que les métiers, que les hommes, ce qu'on attend, c'est de la force, de la résistance, du courage, qu'on leur autorise la saleté et qu'on veut qu'ils aient du prestige et du pouvoir. Ce qui fait que les métiers scientifiques et techniques qui, pour le moment, sont du côté encore du pouvoir, eh bien, sont plus difficilement atteignables pour les femmes que pour les hommes. Alors, bon, je ne sais pas exactement ce que fait ça. Oui, alors je veux vous faire voir les leviers qu'on peut avoir pour aller vers l'égalité. On peut avoir une meilleure mixité à l'embauche, et ça dans tous les secteurs. On peut avoir une proportionnalité des sorties des femmes qui sont en formation dans les métiers techniques, c'est-à-dire que si on a 46% de femmes docteurs, eh bien, on peut avoir 46% de femmes à l'université. Ce n'est pas tout à fait le cas. Si on a 31% de femmes diplômées en sciences fondamentales, on peut avoir facilement 30% de femmes en sciences fondamentales. On pourrait aussi mettre en place, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, faire des choses en faveur des hommes dans les secteurs qui sont très féminisés, comme le commerce, la santé et surtout la petite enfance. On a des enfants qui ne voient pas d'hommes, qui sont dans une famille monoparentale, tenus par une femme, et qui ne voient pas d'hommes jusqu'à pratiquement qu'ils arrivent au collège où ils vont rencontrer pour la première fois des hommes. Et ça, je trouve que c'est très, très, très préjudiciable à la variété et au choix que pourront avoir ces enfants plus tard. Et puis, il y a une articulation travail-famille sur laquelle nous devons travailler. Et à l'université, il y a un problème qui est en train d'apparaître, de mon point de vue, c'est qu'on va vers des CDD qui s'enchaînent très longtemps. Et placer une maternité quand on a des CDD qui s'enchaînent, eh bien, c'est pas facile. Et ça peut être un sacré frein à se dire oui, je m'y lance. Et puis, une fois qu'on est dans le domaine, eh bien, il faut favoriser la mixité à tous les niveaux. Et pour le moment, elle a surtout été pensée par le haut des organigrammes, et pas trop comme la progression hiérarchique à tous les niveaux. Et puis à l'université, on sait qu'il y a des biais de genre dans les jurys, mais on sait aussi que quand les jurys sont formés, eh bien, ces biais de genre disparaissent, ce qui est quand même une très, très, très bonne nouvelle. Encore faut-il former les jurys. Et bon, mais le cas le plus caricatural, ça a quand même été l'entrée en philosophie à l'ENS cette année, où il n'y a pas eu d'oral. D'habitude, les femmes rentrent à 46% à l'ENS en philosophie. Cette année, elles sont rentrées à 80%. Donc, ça nous fait quand même nous interroger très fort sur ce que c'est qu'un oral. Et ce que c'est qu'un oral, ce qu'on exige à un oral, et notamment ce qu'on exige pour les femmes et pour les hommes dans ces oraux. Et puis la rémunération, maintenant elle est obligatoire, hein, travail égal, salaire égal, mais il y a peu d'enveloppe de rattrapage. Il y a peu de mesures de correction en cas de réclamation, et à Parité Sciences, on avait travaillé
sur le cas de collègues de ST Microélectronique qui avaient clairement été mis, voilà, qui n'avaient pas les salaires qu'elles méritaient, qui étaient vraiment beaucoup moins payés que les hommes. Et le cas a été complètement nié au prud'homme. Et puis, donc, il y a eu en 2018 cette mise en place de l'index égalité qui me semble quelque chose d'intéressant et à suivre, et quelque chose de positif pour les femmes. Voilà, j'ai fini. Merci Jacqueline. Vous avez à peu près respecté toutes les deux le même temps de parole. On va laisser la parole à vos questions. Il y en a beaucoup sur le chat ou des commentaires. Donc, allez-y si vous avez des questions à la fois croisées pour les deux intervenantes ou de manière plus individualisée. Donc, il y avait des questions sur les données. On a complété dans le chat quand on avait des connaissances par rapport à ça sur des résultats. Et puis, je vois que ça discute beaucoup autour des prises de conscience sur les jurys, les recrutements. Et Jacqueline, en tant que chargée de mission égalité, tu sais bien que je m'y attelle et je te remercie d'avoir posé ce débat parce que c'est vraiment, c'est en place, mais ça va être long. La démarche va être longue, mais on y va dans le cadre du plan d'égalité femmes-hommes qui est professionnel, qui est obligatoire à présent. Et moi j'ai une question. Oh, pardon. Je poursuis, pardon. Pas très longue, mais juste… J'entends pas bien. Hein. Anne-Sara, allez-y. Ouais, un petit mot juste très rapide pour faire le lien entre les deux interventions. Une histoire personnelle très brève, mais sur les modèles féminins qu'on peut avoir dès l'école primaire. Ma fille, elle suit le Vendée Globe avec sa classe de CM1. Et résultat, elle se dit, bah, tiens, je voudrais être ingénieure pour construire des bateaux. Donc, on est vraiment sur cette idée que d'avoir des projets porteurs dans les écoles qui met en avant les sciences et techniques et qui met des modèles en avant, parce qu'elle a suivi Clarisse Kramer sur son bateau, donc voilà, c'est formidable. Ça permet vraiment de nourrir tout un parcours derrière. Elle finira sans doute pas ingénieure en sciences et techniques pour faire des bateaux, elle fera peut-être autre chose. Mais en tout cas, voilà, elle a ça dans son imaginaire et je pense que d'avoir une sensibilisation des enseignants du primaire sur ce type de projet à travers donc, des idées très pratiques et pas uniquement sur des exercices de maths, ça peut vraiment privilégier à long terme un meilleur vivier, comme vous le disiez, sur ces sciences et techniques. Il n'y a pas vraiment de questions, désolée, je laisse la parole aux questions. Oh, merci Anne-Sara du témoignage. Moi, si je peux, peut-être qu'on peut sinon utiliser les réactions pour lever la main ou quelque chose comme ça, si ça semble bien. Allez-y. Bon, moi, je vais lever la main, mais quand même. Et donc, je me demandais s'il y avait des chiffres au niveau de… Parce qu'à un moment donné, bon, deux chiffres. À un moment donné, on a mentionné la quantité des femmes ou les rapports femmes-hommes dans l'université française. Est-ce qu'il y a des comparaisons au niveau justement des postes à l'université et d'accès des postes à l'université pour les femmes versus les hommes dans d'autres pays de l'Union européenne? Donc, les rapports avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, etc. Peut-être que ça a passé, mais je ne l'ai pas vu. Je fais attention, mais peut-être que je n'ai pas bien compris. Je peux répondre. Hein. Tu trouves tout ça dans SheFigure. Sur le site de l'Union européenne, il y a quelque chose qui s'appelle SheFigure. Et on a tout ça. Et moi, j'avais préparé un tableau que je n'ai pas eu le temps de faire voir. C'était sur les instances de recherche dans les gouvernements. Et la France est très mauvaise là-dessus par rapport à d'autres pays européens. Ah, donc la France est assez en dessus, par exemple, même de la moyenne européenne? Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, oui. À mon avis, elle est plutôt en dessous de la moyenne européenne pour l'implication des femmes dans le domaine de la recherche gouvernementale. Ce n'est pas seulement de l'université, c'est aussi, par exemple, la recherche militaire où il y a très peu de femmes. Au CEA, elles sont à peine 15% en recherche. D'accord. Donc, et la deuxième question, c'était aussi une question chiffrée, désolé. On a mentionné à un moment donné la quantité de femmes qui abandonnaient, par exemple, et on a parlé des maths, mais ça c'était au niveau de baccalauréat, non? Au niveau de l'école secondaire. Je me demandais s'il y avait des chiffres
et au niveau national, de combien de femmes, par exemple, abandonnent ou arrêtent les études, on peut dire plutôt matheux, ou liées avec les maths, par rapport aux hommes. Parce qu'on l'a mentionné au niveau des parcours, je crois, de baccalauréat, on a fait la comparaison, mais je voulais savoir peut-être si on a des chiffres pour les universités au niveau national. Moi, je sais un petit peu au niveau de Grenoble, mais j'aimerais savoir peut-être au niveau national, ça, je ne connais pas. C'est pour ça que… Je ne les ai pas vus passer, ces chiffres-là, moi. Je ne les ai pas vus passer. Par contre, je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont des diplômes d'ingénieurs et qui ne vont pas dans l'ingénierie, et notamment des femmes. Beaucoup de femmes ont l'air d'abandonner les métiers de l'ingénierie pour aller dans l'éducation dans notre pays. Mais ça non plus, je n'ai pas vu clairement les statistiques parce que voilà, c'est des choses qui reviennent comme ça. Après, c'est des articles qu'il y a dans The Conversation, des choses comme ça. Mais quand je vais voir vraiment les sources, je me dis, si c'est sur 14 personnes interrogées, peut-être qu'on les a interrogées et qu'on les a choisies. Donc, je ne les retiens pas. Non, c'est bon. Peut-être que vous l'avez vu quelque part. Je n'ai jamais vu passer ça, non. Mais c'est une question très intéressante. Mais déjà, que les jeunes filles sachent qu'elles ont le droit de faire des sciences, ce n'est pas donné. Et c'est déjà pas donné dans les milieux populaires. Il y a eu des thèses là-dessus qui ont été faites. Non, je suis d'accord avec vous. Et quand on arrive à les persuader qu'elles ont le droit, elles aussi, de savoir faire les sciences, eh ben, on n'arrive pas à les persuader qu'elles peuvent produire de la science. Oui, tout à fait. Non, vous avez absolument raison. C'est pour ça que je vous demandais si jamais vous savez les chiffres, mais ce n'est pas grave. D'accord. Bon, merci. Bonjour, je m'appelle Agnès Bonvillain, donc j'avais juste une question ou peut-être une remarque. Cette année, avec la crise du Covid, donc j'enseigne à Polytech à l'Université de Grenoble, et avec la crise du Covid, on a fait un recrutement qui s'est passé exclusivement à distance. Et de ce fait, on a remarqué cette année qu'on avait plus de filles que les autres années, à peu près dans toutes les filières dans lesquelles, en général, les filles sont assez minoritaires, voire presque inexistantes, notamment dans des filières électroniques. Et on a plus que doublé le taux de femmes. Je ne sais pas si ça a été remarqué aussi dans d'autres filières. Est-ce que le fait que tout se soit passé à distance, est-ce que les jeunes filles ont été plus tentées d'aller vers ces filières? Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on enlève l'étape orale, les jeunes filles ont moins peur. Qu'il y a quand même un problème de… Si je vais à l'oral, il va falloir que je me fasse me faire voir qui je suis moi. Et il va y avoir des regards qui vont être portés sur mon corps. Et bon, ça, je ne suis pas psychologue. C'est quelque chose, je pense que les jeunes filles… en tout cas, on l'a constaté, je l'ai signalé pour cette histoire de caricature. Autrefois, les jeunes filles, jusqu'à présent, en philosophie, n'étaient que 46 à l'école normale supérieure. Cette année, elles sont 80 sans l'oral. Donc oui, je pense que quand on est à l'oral, les critères masculins sont beaucoup plus là que quand on est à l'écrit. Parce qu'il y a un regard qui est porté directement sur la personne. Et puis, il y a une façon qu'il faut savoir se comporter à l'oral. Et si on n'est pas très sûr de soi, ben, on est moins crédible. D'accord, et ce serait en fait l'entretien oral qui freine les filles Moi, j'y crois assez. En tout cas, ce que vous dites va dans ce sens-là. Elles ont eu moins peur. Parce qu'il ne s'agit pas que de mettre des femmes en face d'elles, bien sûr que ça aide, mais si tous les critères, et si des critères qui sont complètement implicites sont des critères masculins, c'est-à-dire, ah ben celle-là, elle n'a pas parlé bien fort, c'est qu'elle n'a pas bien envie de venir, par exemple. Une femme, elle déplace moins d'air. En général, une femme déplace moins d'air qu'un homme. Donc, il y a des personnes dans le chat qui demandent si les jurys sont paritaires. Alors forcément, comme on est dans l'enseignement supérieur, ils ne peuvent pas y être parce qu'on n'est pas paritaire. Et notamment dans les filières électroniques, eh ben, il y a peu de femmes qui enseignent. Donc, dans les jurys, il y a peu de femmes. Mais sinon, oui, on essaye de faire
enfin les jurys, quand c'est possible, ne sont pas que masculins, mais on ne peut pas faire des jurys parfaitement en égalité de genre. Allez-y, hein, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans les conversations de chat. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur ce que vous aviez évoqué qui renvoie au leadership féminin aussi, hein, sur le syndrome reine des abeilles aussi. On sait bien que ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qui arrivent à des niveaux de pouvoir qu'elles vont aider d'autres femmes. Alors, peut-être Nicole peut en parler aussi. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît bien aussi dans les approches de genre et féministes. Hein, c'est un phénomène qu'on... Voilà, pour adhérer au club aussi, on va subordonner d'autres femmes et on va reproduire de la hiérarchisation de genre. Et ça, c'est vrai que le travail auprès des personnes aussi qui ont accédé, alors si on prend l'université ou dans d'autres milieux, hein, comme la politique, les médias, des niveaux de responsabilité, c'est toujours ce que je dis, c'est pas parce qu'une femme est arrivée à un poste qu'elle est féministe ou qu'elle va favoriser l'égalité femmes-hommes ou la lutte pour les discriminations. Elle n'a pas forcément cette sensibilité-là, cette sensibilisation-là, voire même elle va expliquer qu'il faut faire tout ça pour arriver au même poste, à la même reconnaissance. Donc ça, c'est un... Voilà, je sais que c'était évoqué dans le chat, mais c'est des recherches notamment. Il faut lire des lectures critiques sur le leadership au féminin et tout ce qui est essentialisé autour de ça comme étant un leadership plus bienveillant, plus... voilà. Oui, je veux bien dire quelque chose. D'abord, sur la question de l'oral dans les concours, ce qu'on sait aussi, c'est que les discriminations, elles ne sont pas seulement hommes-femmes, elles sont aussi milieu social. C'est-à-dire, on sait que les oraux défavorisent fortement les gens qui sont d'origine populaire dans les oraux des grandes écoles. Enfin. Donc, finalement, c'est une structure de domination qui fait que quand on n'est pas en position de dominant, on n'arrive pas à s'affirmer dans une prestation orale de concours, alors que justement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir l'air sûr de soi, même si on ne l'est pas. Et les femmes expriment beaucoup plus le fait qu'elles ne sont pas sûres d'elles, mais dans les milieux populaires, ça se passe aussi. L'autre chose que je voulais dire sur le leadership, c'est qu'il me semble quand même, là pour le coup je vais aller dans le sens de Jacqueline, pour dire qu'il y a quand même aussi des progrès, et il me semble qu'il se met en place aujourd'hui dans les entreprises, alors je ne sais pas, à l'université, je suis française, en tout cas je ne suis pas sûre que c'est comme ça, mais des réseaux de femmes où des femmes en position de pouvoir dans les entreprises coachent d'autres femmes pour justement les aider à demander des positions de pouvoir, parce qu'on sait aussi que dans les entreprises, Isabelle Collet le dit beaucoup, hein, les femmes sont moins payées, mais aussi parce qu'elles demandent moins. Et les chefs d'entreprise disent, bah oui, elles ne m'ont pas demandé. Elle ne m'a pas demandé, donc je ne vais pas donner. Donc, je pense que ça, des réseaux de femmes, ça commence à exister. Et je ne sais pas si c'est seulement volontairement pour les femmes, mais je pense que dans les entreprises qui ont aujourd'hui un souci d'image de marque autour du fait d'être plus égalitaires, des femmes de position de pouvoir sont missionnées justement pour aider des femmes plus jeunes à monter dans la hiérarchie. Alors là, moi, Nicole, je m'inscris en faux. Les femmes demandent, mais elles n'ont pas. Notamment nos jeunes ingénieurs, elles demandent le même montant que les garçons, mais on leur offre systématiquement 5% de moins. Donc les jeunes, elles savent demander. Peut-être les dames de mon âge, on était un peu plus réservées. Des gens se disaient, oula, déjà je suis là, c'est formidable, je peux mener une vie enrichissante, c'est super. Mais les jeunes, elles demandent. Elles demandent. Mais nos collègues de ST microélectronique, elles ont demandé. Et elles se sont fait balancer, mais vraiment balancer. Et balancer avec des vilains arguments. Hein. Des arguments qui ne tenaient pas. Et ST microélectronique a payé une avocate pour balancer les femmes qui avaient été au prud'homme, leur dire, dites, là, systématiquement, les femmes sont moins payées que les hommes. Comment vous le justifiez?
Alors, où tu as raison, Nicole, pour un peu pondérer, mais c'est très bien hein, qu'on ait ce débat-là. C'est vrai que c'est pas simple et c'est vrai que la question des clubs, là, des boys clubs, hein, de ce qu'on appelle les clubs voilà, du masculin qui ont favorisé les recrutements, où on sait bien que tout se joue dans l'aparté, hein, dans le bistrot le soir, etc., là où les femmes n'ont pas accès au comptoir forcément à ces heures-là. Et du coup, tous ces réseaux, que ce soit dans le réseau économique, politique, des universités, ça se met en place, si du moins il y a une volonté enfin moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu au Québec, hein, voilà, des recherches dans le milieu politique qui marchent très bien sur le mentorat fait entre femmes élues. Par contre, il faut former les futurs mentors et mentorés, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a un poste de pouvoir qu'on va être dans cette démarche d'accepter de mentorer quelqu'un. Et ça, du coup, il faut vraiment former les personnes à dire, bah, si, il y a besoin de transmettre, de former, et du coup, on ne peut pas devenir mentor ou mentoreux comme ça du jour au lendemain. Et c'est un engagement aussi, voilà, souvent de bénévolat. Et c'est vrai que ces réseaux, ça vient appuyer ça, donc ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il faut un accompagnement aussi à la mise en place de ce réseau et vraiment avec une action de mentorat identifiée. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Enfin, le réseau marche bien, c'est-à-dire que ça discute, ça fait de la discussion, c'est très bien. Par contre, dès qu'on va chercher de l'effet de levier pour avoir une meilleure reconnaissance salariale, pour avoir de la promotion, etc., où il y a encore des indicateurs majeurs d'inégalité, voilà, on pourrait le voir dans les différentes données qui ont été présentées aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'avoir le réseau et l'action de mentorat conjuguée. Je voulais faire aussi une petite remarque. Je constate quand même qu'aujourd'hui, on était une quarantaine à ces présentations, fort intéressantes d'ailleurs, merci. Il y a très peu d'hommes. Les hommes ne se sentent pas concernés par cette égalité. Ils viennent pas, en tout cas. On y travaille. On a Bernard, qui va être notre porte-parole. Je ne sais pas s'il est encore là. Non, mais on y travaille. Je pense que ce n'est pas que ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire qu'on doit aussi… moi, je trouve que, pour travailler depuis très longtemps, puis je laisserai Jacqueline et Nicole intervenir sur le sujet, je trouve qu'effectivement, ça progresse lentement, mais qu'il y a quand même une progression par rapport à il y a une quinzaine d'années, où c'était complètement inaudible. Alors, je parle dans l'institution, qui est le milieu académique universitaire, hein, qui est le mien, où là, carrément, c'était le sujet inaudible, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même progressé grâce au réglementaire aussi, hein, qui oblige et qui contraint par des dispositifs à mettre en place des politiques d'égalité. Mais je vais laisser peut-être Nicole et Jacqueline réagir. Il y a Bernard qui a levé la main, là. Vous voulez parler? Oui, juste effectivement, enfin, j'étais interpellé, enfin, gentiment, mais sur le fait d'être quasiment avec Stanislao, peut-être, et puis il y avait peut-être Lionel tout à l'heure qui étaient les seuls hommes. Mais après, il y a aussi le fait que, je pense, moi, j'étais invité, enfin, j'étais dans ou invité par Sophie dans la mission. Ce e-café, finalement, moi, c'est le premier que j'ai fait, même dans tous les domaines. Donc, je suis pas sûr qu'il y a un manque d'intérêt ou de se sentir concerné, parce que je pense que, alors j'allais dire, nous les jeunes, non, je crois que j'ai passé la barre où on est plus jeune, où il y a les 5-0 là, mais je me considère toujours jeune, donc j'ai l'impression d'être comme dans une génération dans laquelle cette partie-là, l'égalité homme-femme, elle est quand même beaucoup plus importante que celle de mes parents, et puis un peu plus des grands-parents. Donc, je pense que ça infuse quand même assez doucement dans la société. Et après, dans tous les collègues universitaires, je pense que c'est quelque chose qui est pris en compte. Alors après, jusqu'à quelle mesure on intègre inconsciemment des biais, effectivement. Tous ces biais-là, ça serait intéressant, mais je pense que c'est ce qu'on a dit dans le groupe de travail, ça va se faire, ce changement de mentalité, ça va infuser au fur et à mesure. Voilà, c'était juste notre petite intervention en tant que, comme dans cette assemblée très majoritairement féminine, où on n'est pas dans la zone de mixité, effectivement. Si je reprends donc à Polytech Grenoble, on a mis en place un groupe égalité, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants.
Et il n'y a pas d'égalité du tout. Les jeunes femmes se sentent beaucoup plus concernées alors qu'elles ne sont pas majoritaires dans l'école. Et les femmes enseignantes, personnel administratif, etc., dans ces groupes d'égalité, il y a clairement plus de femmes que d'hommes. Je ne sais pas si c'est partout pareil, hein, je n'en fais pas une généralité, je fais juste un constat. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, je suis étudiante relais égalité au sein de l'UGA. Et c'est vrai que nous, on fait pas mal d'événements aussi pour sensibiliser les jeunes sur ces questions d'égalité femmes-hommes de manière générale. Et c'est vrai que quand on fait des événements sur ces sujets-là, le public, alors que ces événements sont adressés à tous et toutes, hein, le public est majoritairement féminin. C'est un constat qu'on a fait et justement, l'objectif après qu'on a, c'est d'essayer d'ouvrir aux jeunes hommes, aux hommes de manière générale et c'est assez compliqué, justement. C'est une grosse interrogation. Vous êtes dans quel domaine, si je peux me permettre? Moi, je suis étudiante à Sciences Po. D'accord, merci. Je suis en master à Sciences Po. Bon, je vous mettrai un message en privé derrière. Mais juste pour dire que la question du public captif dans les études de genre, c'est toujours un gros débat. Mais effectivement, ça progresse doucement. Mais moi, aussi bien chez les étudiants de formation initiale, voilà ce qu'on peut faire, ou chez les collègues, comme le disait Bernard, on sent qu'il y a une génération aussi qui est plus ouverte au débat. Moi, j'ai vécu les générations d'avant où la question n'était même pas à poser, quoi. La question, c'était suivez, faites comme nous, c'est pas vrai, il n'y a pas d'inégalité, on n'est pas comme ça. Donc, c'est vrai que ça avance doucement, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut continuer, que plus on montrera aussi que ça les concerne eux d'abord aussi, voilà, plus ça fonctionnera. Et c'est vrai qu'ils ont aussi une réticence parce qu'ils se disent, il y a toujours cette image qui reste de voilà, c'est les féministes qui vont pas nous laisser parler, qui aiment pas les hommes. Enfin, on est aussi sur ces stéréotypes-là de croire que les questions d'égalité femmes-hommes et des rapports sociaux de genre partent du principe que de toute façon, il y a un procès d'intention qui est fait. Voilà, et on a des discours aussi parfois masculinistes. C'est pour ça que je me permets de faire un peu la vigie sur l'entrée sur les e-cafés aussi, voilà, pour savoir qui est là. Mais c'est vrai que, à mon avis, c'est une médiation voilà, quotidienne et qu'il faut la faire, quoi. Voilà. Moi, bon, je ne sais pas ce qui se passe exactement aujourd'hui, je ne suis plus dans l'université aujourd'hui, mais ce que je sais quand même, c'est que c'est un milieu extrêmement concurrentiel, où les postes sont rares et où il est difficile de les obtenir. Et je crois que, à la fin du 19e siècle, les hommes le disaient clairement, hein, ils ne voulaient pas des femmes à l'université parce qu'ils ne voulaient pas de concurrence. Ils le disaient comme ça. Alors aujourd'hui, ce serait un discours qui serait plus du tout recevable et les hommes ne se permettraient plus de tenir ce discours. Mais je pense qu'au fond du fond, quand même, trop de femmes dans leur discipline, dans les disciplines à côté, oui, d'accord, mais quand c'est la leur, alors là, pas trop de femmes parce que quand même, il faut se réserver des postes. Enfin, je suis peut-être cynique, mais je crois qu'il y a quand même un peu de ça. Tu as raison. Oui, peut-être, si je peux, pour rebondir sur ce que disait Jacqueline sur la partie, l'accès, la moindre représentation des femmes aussi dans la partie sciences et techniques au niveau supérieur, est-ce qu'il n'y aurait pas une relation dans le fait que au niveau surtout, je ne sais plus qui faisait la réflexion tout à l'heure sur le Vendée Globe, etc., là, sur l'intérêt à ça, mais dans les instituts en général, alors que ce soit homme ou femme, ils ont finalement aussi je ne veux pas dire un fond, mais une éducation en fait un peu sciences dures. Enfin, ils sont peu matheux ou peu physiciens, etc. Et donc, ils vont moins peut-être intéresser aussi les enfants, les petits, et que ce soit les petits garçons et les petites filles aussi, d'ailleurs, dans ces domaines de sciences et techniques, pour les inciter à y aller plus tard. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est documenté ou pas? Alors,
moi, je peux dire quelque chose là-dessus. Il se trouve que j'ai eu une thèse d'une personne qui travaillait à l'école de physique-chimie de Paris. Et cette école avait monté des actions avec ses étudiants, des actions dans les écoles primaires de Paris et de la banlieue. Et une chose qui les avait beaucoup frappés, donc il y avait des étudiants qui allaient, puisque les enseignants se déclaraient incompétents, et donc les étudiants faisaient les cours, enfin des espèces de trucs un peu actifs, hein, d'initiation à la science. Et ce qui nous avait frappé dans l'étude, c'était aussi une chose qui était assez caractéristique, à savoir que dans les écoles de Paris, en particulier dans les quartiers ouest, il y avait les professeurs s'efforçaient de faire des leçons de sciences. Bon, alors que dans les banlieues, on disait c'est superflu, lire, écrire, compter, et le reste, ça passe à l'as parce qu'on n'a pas le temps, etc. Et ça, on avait été très, très frappés. Donc, l'accès aux sciences à l'école primaire était déjà lié au milieu social et au milieu favorisé, défavorisé. Donc, alors, à ce moment-là, d'ailleurs, l'école de physique-chimie avait décidé d'intervenir surtout dans des écoles REP de banlieue. Oui, j'ai assisté à un exposé de cette dame-là de l'école physique-chimie de Paris qui avait fait cette étude, cette thèse. Et effectivement, c'est là qu'on se rendait compte d'une façon très claire que les filles de banlieue, il y avait une bascule après ces ateliers faits. Et il y avait une bascule et c'était inquiétant. Il y avait une bascule d'autant plus nette qu'elles avaient été mises avec un animateur masculin. C'est-à-dire que si c'était un animateur masculin qui leur disait « oui, tu es capable de faire des sciences, regarde, c'est super », ça marchait mieux que si c'était une fille. Et ça m'avait beaucoup inquiété quand même pour nos actions à nous. C'est-à-dire que quand on va voir les élèves, eh bien, si on leur dit ouais, « regarde, c'est super, tu y arrives bien », ça a moins de poids que si c'est un homme. Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Voilà. On sait bien que la crédibilité de la parole des femmes est moindre que celle des hommes. Les petites filles de CM1, là, elles l'ont tout de suite senti. Alors, c'est 19h01. Vous savez que j'ai le mauvais rôle de faire le temps, mais on essaye de respecter le 17h-19h. Déjà, c'est très bien d'être là et beaucoup de femmes sur ces créneaux-là, ces horaires-là. Je ne dis pas ça pour Bernard et Stanislaus qui sont là aussi. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, je vous rappelle que le e-café, vous pouvez le réécouter à partir de demain sur la chaîne Égalité YouTube de l'Université Grenoble-Alpes. J'ai vu qu'il y avait plein de questions aussi dans le chat. Donc, les personnes qui veulent réécouter, vous pouvez avoir accès aussi aux diapos qui ont été présentés à ce moment-là grâce à l'enregistrement. Je remercie vivement Nicole, toujours en soutien par rapport à nos initiatives à Grenoble. Un grand merci pour la formation et pour les conférences. Et puis évidemment à Jacqueline pour son travail sur les métiers au féminin, qui est évidemment un grand relais et qu'il sera également dans le plan d'égalité, hein, je l'espère, de l'Université Grenoble-Alpes, notamment sur la mise en place du mentorat de manière effective à l'université. Je ne sais pas si Violette, tu veux rajouter ou si Nicole est… Non, je pense que tu as tout dit. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup à Nicole et Jacqueline pour leurs 2 interventions. Et puis donc, on transmettra sur le site de la Mission Égalité le lien vers le replay de la conférence, donc sur la chaîne YouTube de l'UGA. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci à tous. Merci pour l'organisation. Puis merci à tous les gens qui se sont connectés parce que voilà, c'est quand même tard maintenant. Ouais.
pour retourner à la vraie vie. Exactement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.